La sclérose en plaques se détecte, se diagnostique avec un IRM, une IRM et une ponction lombaire. Parce que dans les permanences, on a plein de tests. En fait, c'est peut-être pour d'autres maladies. Mais c'est bien l'IRM et la ponction lombaire qui font que le médecin va vous dire que vous avez une sclérose en plaques. Juste une priorité, il y a des formes atypiques de sclérose en plaques qui sont difficilement détectables. Et donc là, ils font des potentiels électriques, des aiguilles dans la tête, et ils balancent l'électricité pour voir s'il y a un problème neurologique qui peut être autre chose, la pathologie. Moi, je l'ai vécu, ensuite dans les années 90, ils le font encore. Parce que nous, en fait, la sclérose en plaques, c'est quand ça vous arrive et poussé, c'est que d'un côté, ça va être unilatéral. Il y a des gens qui ont une forme atypique, et c'est des deux côtés, c'est mon cas. Je parlais un petit peu des traitements. Donc, il y a pour les scléroses en plaques rémitantes, donc on a des médicaments qui évitent d'avoir une poussée. Ça n'empêche pas d'avoir une poussée, mais ça évite d'avoir plus rapidement une poussée. Il y a des médicaments qui intensifient, qui diminuent l'intensité des poussées. Donc, vous avez une poussée, vous allez à l'hôpital, et puis on vous injecte un produit qui permet d'éliminer les anticorps qui se battent contre eux. Et après, il y a des médicaments qui réduisent les symptômes de la sclérose en plaques, comme les problèmes voilà. Donc, il faut savoir que souvent, quand on diagnostique la sclérose en plaques, on a des personnes autour de nous qui disent « Ah, tu vas finir, je vais t'en foutre mon nom. » C'est un peu de réflexion. Sachant que le premier médicament de la sclérose en plaques est apparu en 1994, donc on a beaucoup de personnes autour de nous qui ont été diagnostiquées sclérose en plaques avant 1994 et qui n'ont pas bénéficié de ce médicament. Peut-être que c'est des formes progressives et que nous, on est des formes rémitantes, donc c'est pas la même chose. Et sachant que maintenant, il y a 18 traitements pour la sclérose en plaques, parce qu'effectivement, il y a différentes les scléroses en plaques rémitantes. Et effectivement, comme chaque cas est particulier, on peut avoir des traitements différents. Moi, je n'ai pas le même médicament. Et il y a la recherche qui avance. Maintenant, les personnes qui n'ont pas eu poussé depuis plusieurs années, qui ont plus de 55 ans, on arrête les traitements. Ça ne pas on a toujours des symptômes. On arrête le traitement. Et puis, il faut être effectivement très à l'écoute de son corps pour voir si on a une poussée. Effectivement, traiter une poussée, sinon. Sachant aussi que alors, on ne sait pas pourquoi on a la sclérose en plaques, mais il y a des facteurs de risque. Les facteurs de risque, c'est effectivement les pesticides, le tabac, même le tabac passif. Quelqu'un qui ne fume pas, mais qui est à côté des personnes qui sentent le tabac sur le vêtement, même c'est du tabac passif. On a la nourriture, les personnes obèses ont plus de risques, sachant que l'habitat dans la chambre obèse. Et après, on a effectivement le virus de la mononucléose et la déficience de vitamine D aussi. Voilà. Tout ça, c'est dans les projets de recherche. Sachant qu'on a beaucoup plus de personnes qui ont la sclérose en plaques dans le nord, moins dans le sud. Donc c'est pour ça qu'on fait des études sur la vitamine D, sachant que la vitamine D se synthétise avec le soleil. La sclérose en plaques, c'est l'unité de 3 associations, certaines fondations. Alors vous avez la fondation ARCEP, Aide à la recherche, qui a existé depuis 1969. Ensuite, vous avez l'UNICEF, c'est l'Union internationale de la sclérose en plaques, dont le parrain est Dominique Farrugia, qui est porteur de sclérose en plaques. Et la Ligue. La Ligue de la sclérose en plaques, c'était une association donc, de malades. Ils se sont unis pour
comme slogan, s'unir pour guérir. Donc, se sont unis et ils nous permettent donc, grâce à la Fondation, de soutenir la recherche, la financer, agir pour améliorer l'accompagnement des patients et puis de leurs aidants, informer sur la maladie, les traitements et les aides, sensibiliser l'opinion des acteurs de la vie économique et mobiliser les pouvoirs publics en général. Donc, les ressources propres de la Fondation sont les dons. Donc, il y a 90 000 donateurs. Les manifestations, donc c'est 7% du budget qui sont investis dans les dons. Les mécénats, donc 10%. Donc, le mécénat, ça peut être, vous connaissez une entreprise, elle veut défiscaliser, c'est intéressant, si elle veut le faire avec la Fondation, c'est intéressant. Les legs sont importants. Voilà. L'origine de la sclérose en plaques, génétiquement, le financement. Alors, il y a de financer plus de alors, la recherche qui est faite grâce aux dons se fait que dans des laboratoires publics, CNRS en particulier. Ce sont des appels d'offres que font les chercheurs. Ces chercheurs donc déposent des appels d'offres. Le comité médico-scientifique de la Fondation France Sclérose en plaques, qui est totalement bénévole, ce sont tous ces chercheurs, toutes ces personnes-là qui décident sont des bénévoles, comme nous, la même chose. Et ces personnes vont décider pour 1 an, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, d'aller accepter cette étude. Et donc après les financer. Alors, je pense que c'est important que vous sachiez ça parce que ce bénévolat, il est pur et dur. Autant que nous le faisons tous, les bénévoles. Ce que nous faisons sur le terrain, nous organisons donc des ateliers. Alors, ce qui part ici, alors ici, nous faisons des ateliers donc, en Gironde. Alors, soit dans les hôpitaux, soit à la mairie. Ici, en Gironde, ça ne se fait que dans une seule mairie, c'est à Paris, pour le moment. C'est les bénévoles qui installent ça, les maires sont OK. Et donc, nous recevons des personnes qui en fait, sont souvent en parcours de soins zéro. Ce sont les abandonnés. Et ce sont les invisibles. Des statistiques aussi. Alors, on remet un coup à l'étrier, et on leur propose des ateliers gratuits qui sont proposés de la Fondation France Sclérose en plaques, et aussi des permanences téléphoniques, juridiques, sociales, en fait tout ce qui peut gravir autour du malade et de l'aidant aussi, est accessible gratuitement. Il n'y a pas d'adhésion à la Fondation, c'était une volonté. C'est gratuit aussi. Ça paraît étrange, mais en fait c'est avec les dons. Et ça, parce que quand on a une sclérose en plaques, souvent on n'est pas pauvri. Bien souvent, on se retrouve seul, le compagnon ou la compagne ne comprend pas, et bien souvent, là on a de la chance, on a nos maris qui sont là, nous, nos femmes, d'accord, mais ici, présentement, mais je vous assure que c'est plutôt rare. Alors, ça se fait aussi dans l'hôpital de Liebourne, grâce à ces 2 personnes merveilleuses, à la Tour de Gassy aussi, tous les mois, et à l'hôpital d'Arcachon. Et toujours, pourquoi ça se fait là? C'est parce qu'il y a des bénévoles. Être bénévole à la Fondation, c'est 0 frais de rembourser. Donc, il n'y a pas d'intérêt, sauf de guérir. Ou d'aller mieux. Et donc, nous avons une information continue. La Fondation procure donc des brochures sur tous les thèmes qui peuvent être abordés quand on a une sclérose en plaques ou quand on est aidant. Voilà, ainsi que sur l'avancée des recherches, je pense qu'il y a des documents. Alors sur la Gironde, nous avons créé un groupe qui s'appelle, sur Facebook, qui s'appelle CEP Gironde, Vaincre ensemble la sclérose en plaques. Et dedans, on y retrouve toutes ces informations. Devenir bénévole, donc à la Fondation, je l'ai dit tout à l'heure, c'est accompagner les patients, collecter des dons, et puis sensibiliser. Voilà. Sensibiliser au plus grand large, au plus large. On peut aller voir, nous avions rendez-vous l'an dernier avec l'élu à la santé de la région de Nouvelle-Aquitaine. On a eu un cardiaque, on a fait demi-tour. Et mais nous allons aller
le voir, on se loge. Après, je laisse la parole à Denis et à Myriam. La journée de la sclérose mondiale de la sclérose en plaques a lieu au mois de mai, donc nous faisons 2 manifestations au mois de mai. Une le 27 mai au centre hospitalier Sud-Gironde. Le matin, c'est stand d'information pour les aidants et les malades. Et l'après-midi, ça fera une semaine que Denis et Myriam seront revenus, donc ils vont... Delphine Delphine va nous faire un petit reportage photo et Denis et Myriam nous montreront les montres. Les photos et parleront de leur ressenti sur tout le parcours. Et nous aurons la chance d'avoir Hugo Mondon, qui est technicien coordinateur pour les aidants, qui parlera des possibilités d'aide pour les aidants dans le Sud-Gironde, et Myriam parlera de son ressenti aussi en tant qu'aidante. Et on aura Léo Duluc de la Maison Sport Santé qui parlera du sport adapté en Sud-Gironde et des possibilités d'être suivi parfois gratuitement, de faire du sport parfois gratuitement. Et Denis et Myriam parleront de leur entraînement sportif qui a été très intensif. Et le 30 mai, c'est aussi toute la journée, nous serons au pôle santé bien-être de Coimère, où le matin nous aurons la chance d'avoir Sophie Hercouc, qui est ergothérapeute spécialisée maladies neuroévolutives, et Xavier Poli, qui est kiné à Langon et qui est spécialisé aussi sur la rééducation en neurorééducation. Et à partir de 11h, on fait des ateliers. Vous pourrez, par des petits groupes de 8, rencontrer une diététicienne nutritionniste, des podologues et un ostéopathe qui normalement va arriver. Et l'après-midi, vous aurez Baptiste qui fait du sport adapté. Vous aurez Myriam et Denis qui feront des petits ateliers pour parler de leur pratique. Et j'ai oublié, on a la sophrologie et yoga adapté. Donc, elle fera des séances de yoga adapté sur chaise qui sont possibles. Voilà. Donc, je vous laisse maintenant la parole. Je suis présentée en tant qu'aidante, bien que vous me connaissez à peu près tous. Le problème des aidants, c'est qu'il faut allier notre rôle d'épouse ou de mari en même temps que le quotidien. Il faut l'aider, il faut le soutenir, et donc il faut trouver une adaptation commune. Donc on travaille à deux. Et quand il y en a un qui flanche, l'autre le remonte, et c'est comme un couple normal. Alors on a la chance pour l'instant. Denis n'a pas trop de symptômes qui restent. Après sa forte poussée, il a quand même beaucoup récupéré. Donc c'est moins difficile pour moi que ça ne l'est pour certains qui ont un conjoint qui est beaucoup plus handicapé, on va dire, atteint. Ceci dit, moi, en tant qu'aidante, j'ai été dans le rôle du malade, puisque j'ai eu un informe au moment du Covid, au début du Covid, donc sous chimiothérapie tout le temps du Covid. Étant donné que les chimios étaient très très raides, c'était du air shock, 4 produits en même temps, j'ai perdu les globules rouges et les globules blancs, donc j'étais vraiment dans une fatigue extrême. Et au mois de juillet, qui plus est, avant la 4e chimio, j'ai eu la maladie de Lyme, ce qui fait 3 semaines d'antibiotiques. Et j'ai très mal supporté la suivante. Donc j'ai arrêté. J'étais en rémission complète, donc j'ai décidé d'arrêter. J'ai sauvé ma vie en fait. Voilà. Et donc maintenant, comme je suis aidante, j'ai un peu plus de compréhension du côté de Denis, quand il a été vraiment très 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 mal après sa première poussée en 2024. Et maintenant, je suis un peu volcanique de tempérament, alors évidemment il me connaît, il s'y porte, mais ceci dit, on fait un bon alliage, on arrive à bien se compléter tous les deux. Voilà, si son programme, il trouve qu'il ne va pas pouvoir le suivre, on a prévu un programme sportif. S'il voit qu'il n'a pas la forme,
Comme il adore bricoler, ben on fait l'impasse, il fait son bricolage, et comme par hasard, le lendemain, ça va. Donc, voilà, il faut vraiment être souple. C'est pas un entraînement de forcené, on n'est pas des athlètes. Denis n'a jamais pratiqué le sport de sa vie, donc on ne va pas lui demander l'impulsif, juste le mouvement. Tini Avril, qui arrive à l'ostéopathe, va nous parler de l'importance du mouvement pour gérer la douleur. Il y a beaucoup moins de douleur quand on bouge. Donc le sport est absolument recommandé à tous les malades, et non malades d'ailleurs, parce qu'il faut dérouiller la machine le matin. C'est très compliqué. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que... Pourquoi vous êtes engagé dans ce parcours? Alors, pourquoi on s'est engagé? Parce qu'on connaissait rien, sorti de l'hôpital, sorti de la tour de Gassi, de la rééducation. On s'est retrouvé un petit peu lâché dans la nature. On tournait un petit peu en rond et on se disait, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Comment ça va évoluer? Est-ce que tu vas récupérer? Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser les choses dans l'état. Donc on a suggéré, quand il a récupéré un peu d'équilibre, de remonter sur son vélo. Il est monté sur le vélo, ça a marché, mais alors vraiment trop bien, quoi. On dit, bon, mais puisque tu peux pédaler, on peut faire un projet. Et pourquoi on ne ferait pas le final les deux mers? Enfin, je ne savais pas qu'il s'appelait les deux mers. Et on irait de Castelandorte à Sète, en prenant le temps, tout en parlant aux gens de la sclérose en plaques, sans connaître, je pense, la sclérose en plaques. Et puis là-dessus, je vois un coupon de journal où Delphine Villacresse communique le lien, et elle annonce une réunion à Fargue de Langon. Donc je l'appelle, je lui envoie un petit message parce qu'elle a son numéro de téléphone. Est-ce qu'il serait possible que l'on vienne à cette réunion? Alors évidemment, message chaleureux en retour, et on est venu, on a été très très bien accueillis. Et du coup, on a été parachutés bénévoles sans qu'on s'en rende compte. Et vite, j'ai bien fait. Ah oui, avec. On la touche en bien bénévole. Hein. Donc, on a fait ce qu'il fallait, on a fait des démarches. Après, Isabelle nous a conseillé de faire enregistrer une association pour que ce soit crédible, pour qu'on ait du poids. On a donc fait ça, fin d'année. Donc notre association est toute nouvelle et on avance vraiment pas à pas. Et on est bien épaulé par Francis Sclérose en plaques, avec qui nous avons signé une convention pour ce défi-ci. Voilà, pour que si on a des dons supérieurs à notre logistique, ils soient reversés à Francis Sclérose en plaques. Voilà, donc c'est bien, j'espère qu'on pourra faire un peu plus que les t-shirts, on verra bien. C'est vrai qu'on vend des t-shirts aussi pour cette cause. Donc 5 € de chaque t-shirt sont reversés à Francis Sclérose en plaques à la fin de notre circuit. Ça peut être lors des événements de famille. Voilà. Et nous avons une cagnotte Litchi en ligne qui permet de financer notre périple jusqu'à Sète et le retour. C'est pas simple, on n'est pas au bout de la logistique pour l'instant, mais on va faire au mieux. Voilà, je vais passer la main à Denis qui va présenter son parcours médical. Je me présente déjà, tout le monde me connaît déjà. Donc moi, on a découvert ma colocataire en avril 24, et lors d'une poussée, donc, qui m'a mis comme une poupée chiffon. Donc impossible de marcher, impossible de parler, même assis, rien ne me tenait, je tombais même assis. Et donc j'ai été conduit à l'hôpital. Et au bout de 3 jours, on s'est aperçu qu'il y avait un problème neurologique, puisque j'avais la vessie qui ne fonctionnait pas non plus. Donc on m'a envoyé en urgence à Pellegrin. Et après le grain, donc avec tous les examens, fonction lombaire, IRM, tout ce qui s'ensuit, on a découvert la sclérose en plaques. Et donc là, je suis resté 11 jours à Pellegrin, avec la cortisone où il y a autre chose, et ça a stabilisé la poussée. Et après ça, donc, comme je commençais à récupérer, j'ai été transféré à la tour de Bercy,
où je suis resté 2 mois et demi. Et là, il y a eu une équipe formidable qui m'a pris en main et qui m'a épaulé avec la volonté que j'avais de m'en sortir, qui m'a permis de franchir cette étape. Et voilà, c'est un centre de rééducation. Et donc là, j'ai été au bout des 2 mois et demi, je suis passé d'allongé à debout, à marcher, juste avec un déambulateur. Et là, pour moi, ça a été fantastique. Et là, j'ai une volonté de m'en sortir qui est quand même massive. Et cette volonté, je la tiens déjà d'une part par la foi que j'ai, mais également par le fait de pouvoir donner aux autres l'espoir de journée. On ne peut pas dire que par cette maladie tout est fini. Il faut vraiment se dire que si dans le mental on sent la possibilité, il faut le faire. Et comme disait Myriam, l'exercice, et comme vous le dira Thierry également, l'exercice est primordial. Parce que je n'aurais pas bougé, je ne ferai pas mes exercices tous les matins, je ne ferai pas bouger. Alors, tous les matins, j'ai 20 minutes d'étirement avant de pouvoir bouger normalement. Et après, les autres dans la semaine. Voilà. Et donc là, j'ai été placé sous Orpheus au départ. C'est un traitement qui est assez fort, qui fait partie des nouveaux traitements. Celui-ci ne m'a pas convenu parce qu'au bout de quelques séances, il m'a diminué l'immunité à l'amener à 0. Et donc j'ai attrapé tout ce qui passait. J'ai dû retourner à l'hôpital avec des températures à plus de 40 et pendant 15 jours. Et on n'a pas trouvé la bactérie qui avait causé ce problème. Et donc, on a décidé, après que j'ai attrapé la grippe en sortant de l'hôpital, de changer de traitement. Et donc là, je suis passé sous Kesimpta. C'est une injection sous-cutanée, mais elle est plus supportable, elle est pratiquée tous les mois. Et là, comme je suis au début, j'en ai 4 dans le mois, dont une pendant le périple, qui va se trouver aux alentours d'Argent. Voilà. Et donc, les 2 premières ont été très dures. La 3e est plus supportable. Et on verra la 4e, j'espère que ça sera un bilan de douleur et fatigue zéro. Voilà. Et puis, autrement, ce périple qu'on a décidé de faire, comme je vous le disais, c'est pour montrer que vraiment on peut se dépasser. Malgré la maladie, on peut arriver à faire quand même de belles choses. Il y a une aide à apporter donc à France Sclérose en plaques pour la recherche et donc c'est ce qui m'a motivé de pouvoir faire un maximum de fonds afin de pouvoir apporter une petite bouche à la recherche qui me permet à moi de remonter. Voilà. Merci de votre écoute. J'ai été vous parler du trajet de la préparation physique. Alors, depuis le mois de décembre, nous nous sommes inscrits à faire de la kiné tous les vendredis à Alsace. Donc, on fait tous les appareils. Et avec les expositions, c'est une salle qui est très très bien équipée. Donc, elliptique, tapis de marche, vélo, enfin bon, bref, j'en passe. Et tous les mardis, nous allons au centre Besna de commerce dont a parlé Isabelle tout à l'heure. Et nous avons un coach sportif adapté. C'est-à-dire qu'on est un petit groupe de personnes âgées quand même, plus âgées que nous, certains. Et chacun a son programme. Et le programme est fait en fonction de la forme du jour aussi. Voilà. Donc on lui dit comment on se sent à l'arrivée, et il a préparé nos exercices, et il nous coach, il nous les montre, et il faut nous mettre. Voilà, il fait attention à nous, en ne voulant pas laisser comprendre. Ça c'est très très important pour nous. Autrement, nous faisons de la marche, nous 6 km, quand on n'a pas les autres exercices, ou alors du vélo, on va s'entraîner. On est arrivé à faire jusqu'à 52 km.
30, 40, voilà. Ça dépend des objectifs, des impératifs qu'on a. Il y a des moments, c'est le temps qui nous dit, dans ce moment, un rendez-vous, il faut caler entre l'entraînement. On ne peut pas toujours faire aussi long qu'on le veut. Mais je pense qu'on est prêt pour faire des tirs. Tous les matins, vous allez venir en parler. Et le matin, on fait les différents 20 minutes et des abdos. Puis on répète d'ailleurs, quand on le fait le mardi, on est passé parce qu'on les fait déjà depuis pas mal de temps. Donc on arrive quand même à gagner en force, en abdos et en souplesse. Voilà, tout ceci pour nous aider à aller. Alors, on va à Damazan là, demain. Aujourd'hui, on s'arrête à Milan. On va à Damazan demain. Ensuite, on va passer de nuit. Là, c'est quand on commence juste, on ne dort que de nuit. Et on repasse. Mais après, on fait Damazan, Agen-Moissat et toute la file. On passe de nuit. Après Moissat, on va à Grisol, au-dessus de Toulouse. Puis Castanet-Toulousain, en fait, on va s'arrêter à Miribissé. On fait alors à Agen, on a une réunion le 29 avril à 18h au Café Vélo d'Agen. On est attendu comme pire dans le mal. J'ai l'impression qu'il n'y a pas été dans son retard parce qu'il vient de nous chercher, il vient de techniquer avec nous à Damazan pour être sûr qu'on soit bien. Voilà. Donc, il y a la solidarité du vélo et France Cléros en plaque, le bénévole de France Cléros en plaque. Voilà. C'est des décidé. Voilà. Voilà. Et l'association des paralysés. C'est la SPTV. Et la SPTV. Voilà. Et 2 élus. Voilà. Non, 4. C'est pas certain. Alors ensuite, on a Grisol, puis Castanet-Toulousain et Avignon-les-Oraviers. Alors, à Pont-Roquet, on fait une étape particulière parce qu'au Fast Hotel, on va encore faire une réunion avec la participation de LND Occitanie, c'est-à-dire maladie neurodégénérative Occitanie de Toulouse. Ça sera Tatiana Richer, qui nous épaulera, la directrice, voilà, qui nous suivra aussi à 7. J'en parle qui est infirmière, qui est infirmière spécialisée pour les maladies neurologiques. Ensuite, on va à Bram, puis Trède, puis Le Soumail, Béziers. On arrive à 7 le 16 mai. Ça sera notre plus longue étape, 51 km. Certainement plus, puisqu'il faudra sûrement prendre la route à plusieurs endroits. On va sûrement faire plus que ce qui est prévu. Et là, il y aura aussi la participation pour la réunion du 17 mai à 10h30 de Tatiana Richer et de Bernadette Cournet, qui est une patiente partenaire de France Cléros en plaque. J'écoute bien. Et bien, maintenant, je vais pouvoir passer la main à Timmy Avril qui va se présenter. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Timmy Avril, ostéopathe. Je travaille dans le pôle sport santé bien-être, donc en partenariat avec Batsina, le pôle de Coimère. J'avais rencontré d'abord Isabelle et Delphine par le biais de Olivier Rivaud. Voilà. Je ne sais pas s'il va passer tout à l'heure. Donc il a sa maman qui a la sclérose en plaques. Ouais. Mais il est sensibilisé. D'accord. C'est pour ça qu'il nous ouvre des portes aussi. Ok. Il y a ça derrière. Ok. Donc peut-être qu'il va passer tout à l'heure, je sais pas, en fonction. Mais en tout cas, Noémie va passer. Ça c'est on va passer par contre la coach. Donc j'avais rencontré d'abord Delphine et Isabelle. Puis après, j'ai participé à une première permanence, je crois que c'était en octobre dernier ou en décembre, je ne sais plus, à la permanence de FARG, pour présenter mon activité et puis ma vision de la douleur chronique et puis la spécificité de l'ACEP, là-dessus évidemment. Et je crois que c'était là que j'avais rencontré Myriam et Denis, et j'ai été très, très sensibilisé par leur histoire, leur parcours, et puis ce projet que je trouve vraiment, vraiment beau. Et donc, c'est pour cela que j'ai décidé de suivre un peu leurs aventures sur les réseaux, de près et de loin. Donc, Myriam m'a proposé de venir ici aujourd'hui pour faire une petite présentation. Donc je la remercie pour sa confiance et je vous remercie tous pour votre confiance. Donc, je suis ostéopathe et je suis amené
à recevoir pas mal de patients qui ont des douleurs chroniques, des douleurs persistantes également. Donc, j'ai jamais reçu pour le moment de patients atteints de sclérose en plaques, mais j'ai déjà reçu des patients ayant des douleurs chroniques diverses et variées. Donc, je viens pour vous apporter un petit peu ma vision, donc, de ce que je retrouve en général là-dessus, que ce soit en ostéo, mais aussi en globalité. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui ont des douleurs chroniques vont avoir une perception de la douleur modifiée. C'est-à-dire qu'au niveau du cerveau, ça va se passer différemment que quelqu'un qui va avoir une douleur plutôt ponctuelle. Quelqu'un qui a des douleurs chroniques, ça va être des douleurs en permanence, nuit et jour, et au niveau sur un endroit du corps ou à plusieurs endroits du corps, qui à terme va vraiment entamer le mental de la personne, et ça va entraîner vraiment comme un cercle vicieux de douleur. Donc la personne va réagir de telle manière par rapport à sa douleur en fonction de son histoire, en fonction de ce qu'on lui a dit, et en fonction aussi de toutes les interactions extérieures. Donc si à côté c'est une personne qui va avoir des soucis perso, des soucis professionnels, d'autres problèmes de santé, etc., c'est quelque chose qui peut aussi entrer en jeu dans un cercle vicieux de douleur. Chacun va avoir une expérience de la douleur différente, et quelqu'un qui va avoir des douleurs chroniques va avoir une expérience encore plus amplifiée, désagréable, évidemment, de la douleur. Donc comment on va aborder la chose, que ce soit en ostéopathie, en thérapie manuelle, en kiné, de manière générale. Je vais parler surtout de manière générale parce que l'ostéopathie ne va pas soigner la sclérose en plaques, ça c'est sûr. c'est pas du tout de ça dont il s'agit, mais je vais surtout vous parler de l'intérêt de la thérapie manuelle et de manière encore plus large du mouvement sur la gestion de la douleur chronique. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, en fait, quand on va avoir mal de manière chronique, on vous dit faites du sport, bougez, ça va être un peu le cahier de vos soucis. Parce dans votre tête, vous allez souvent vous dire bon, là, j'ai pas envie qu'on m'embête avec ça, là, j'ai envie d'être tranquille, déjà que j'ai mal tous les jours, on vient pas de me dire aussi de bouger, de faire du sport, de faire des trucs, etc. Le premier réflexe qu'on va avoir là-dessus, c'est justement d'avoir envie de s'enfermer chez soi et de plus rien faire et qu'on ne nous embête plus, en fait, parce que ça fait encore plus de stimulation externe. Mais selon les différents travaux qu'on peut observer autour de la douleur, et en général la douleur chronique, c'est que justement le mouvement, la mobilité, les étirements, en tout cas tout ce qui amène une stimulation au niveau d'une articulation, d'un muscle, vont avoir un effet de bien-être à court, moyen terme, voire long terme, lorsque c'est pratiqué de manière régulière. Donc là où je veux en venir, c'est que dans mes consultations, lorsque je vais recevoir des patients douloureux chroniques, la difficulté, ça va être justement d'amener ces personnes-là à une activité physique régulière en sachant que ces personnes-là vont être réticentes à le faire. Parce que dans leur tête, ça va être j'ai mal quand je bouge, donc je ne veux pas bouger. Donc comment les amener à se dire en fait il faut que je bouge. C'est là d'où est la difficulté. Donc le cheminement là-dessus, en tout cas dans ma démarche à moi, ça va être de donner des raisons à cette personne-là de le faire. Ça ne va pas de dire à la personne faites-le. Parce que là on se heurte à une résistance, à une dissonance cognitive, et là on est dans un rapport de force un petit peu malsain. Ça va être de donner les raisons à la personne de le faire. Donc peut-être via un mouvement passif, donc par exemple je vais mobiliser une articulation, par exemple une hanche, une épaule, quelques vertèbres, et puis après toujours en accord avec le ou la patiente ou en interaction, toujours en expliquant aussi ce qui est fait, ça va être justement d'aller petit à petit vers
ok, donc là je vous ai mobilisé, qu'est-ce que vous avez ressenti? Oh, ça fait du bien, ok, très bien. Est-ce que vous pensez que vous pouvez le faire avec moi? Oui, pas de souci. Hop, quelques mobilisations, 10, 12, et puis on voit que ça se passe bien. Et quand on voit qu'au niveau de la douleur ça commence à flamber un petit peu, ok, pas de souci, on revient sur les mobilisations passives. Voilà. Donc en gros, c'est jauger entre la douleur de la personne et aussi un ressenti plutôt positif. Et des fois aussi, ça peut nous faire dire, ok, on peut travailler un petit peu dans la douleur sans que cette douleur persiste par la suite. Ça t'est peut-être déjà arrivé de travailler avec Noélie, par exemple, sur une machine, de ressentir un petit peu des douleurs et de voir en fait si tu t'arrêtes ou si tu t'arrêtes pas. Parce que des fois, ça peut être une douleur qui persiste un peu après, donc tu te dis, bon là je vais me calmer un petit peu, je vais temporiser, faire un petit peu moins lourd, ou alors ça peut être une douleur une douleur qui ne persiste pas après, du coup je peux te dire, je peux continuer, voilà. Tout dépend de ton jugement à toi également, de ton ressenti, et aussi du jugement du coach, du kiné, etc. Et c'est aussi notre rôle également en tant que thérapeute manuel d'écouter la personne. Si la personne ne le sent pas, on ne va pas forcer la personne à continuer. Mais au contraire, si on voit que la personne a mal mais que c'est quelque chose qui lui fait du bien et que la personne se sent de continuer, on va aller dans ce sens aussi. Parce que c'est aussi au niveau cognitif que ça se passe. Parce que si le fait d'avoir un discours nocebo, c'est-à-dire au contraire du placebo, et de donner des raisons à la personne de ne pas le faire parce que c'est dangereux pour elle ou parce que ça va casser la personne, ça va avoir un effet aussi délétère sur la douleur. Parce que du coup, ça va être une personne qui, en plus de sa condition, va se freiner. Et donc le placebo, par exemple, on va vous administrer quelque chose, que ce soit un médicament ou un soin n'importe lequel, on va dire ça va vous faire du bien, vous allez voir, et vous allez être persuadé que ça va vous faire du bien. Donc ça va avoir un effet réel, hein. C'est pas que d'une magie psychologique, c'est un effet réel en fait, qui se passe dans le cerveau, et vous allez sécréter des endorphines et des hormones de bien-être, et ça va avoir un effet réel là-dessus. Hein. Par exemple, très simple, l'homéopathie. L'homéopathie a très peu d'effets réels, voire vraiment infimes. Et ce qui va vraiment agir sur vos tissus et vos symptômes, c'est l'effet placebo. Ça prouve en fait la puissance de cet effet-là. Et c'est d'ailleurs un des principaux effets qu'on va avoir en ostéopathie. Hein. C'est le fait que la personne se sente rassurée dans sa condition, le fait que la personne sache que en fait ça va, les images vont bien, la personne peut bouger. Donc la personne se donne justement des raisons de pouvoir se mobiliser et d'aller mieux après par la suite. C'est d'ailleurs ça qui va se passer. Hein. Donc, en ostéo, on donne des raisons à la personne de pouvoir bouger, et donc ça ouvre la porte vers de la mobilisation. Donc une fois que la consultation est terminée, que la personne est rassurée, se dit en fait je vais pouvoir bouger, je vais pouvoir faire ça, tout en jaugeant ma douleur, et ça ouvre la porte à travailler sur des machines, à travailler sur du vélo, etc. Puis à progresser aussi dans ce sens, en ayant de moins en moins de douleur, ou en tout cas en gérant de mieux en mieux la douleur chronique, et ça permet justement de potentialiser cet effet placebo-là et aller dans un cercle vertueux dans ce sens-là. Est-ce que juste ici tout va bien? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, que j'ai tendance à débiter des informations, donc n'hésitez pas si je vous perds. Quelle est la différence entre ostéopathie et kinésithérapie? Ah, ça c'est une très bonne question. Donc en fait, on va utiliser de la thérapie manuelle tous les deux. C'est là qu'on se rejoint. Et là où la différence se marque, c'est que le kiné va s'occuper des pathologies, tout simplement. Donc par exemple, la prise en charge de sclérose en plaques va se faire essentiellement par la kinésithérapie. Si une personne atteinte de sclérose en plaques vient me voir, c'est en recherche de bien-être. Alors que si une personne atteinte de sclérose en plaques vient voir un kiné, c'est pour évoluer dans la fonction. Donc dans la marche, pour avoir une meilleure marche, pour essayer de mieux articuler, de mieux parler, etc. Voilà, pour proprioception. Donc en gros, la kiné va intervenir dans ce qu'on appelle la réadaptation fonctionnelle. Donc c'est vraiment par des exercices, des machines, des plateaux instables, de la proprioception, de l'élastique, etc. Et puis on progresse là-dessus. Et ça, c'est pas le boulot de l'ostéo.
Nous, on utilise exclusivement nos mains et la thérapie manuelle, donc mobilisation, manipulation, en gros, tout ce qui permet à la personne d'être bien et d'ouvrir la porte justement vers de la mobilité, vers de la mobilisation. Parce que souvent, ce sont des personnes qui arrivent qui ne sont plus bouger et qui s'enferment justement dans un cercle vicieux parce que là, cette personne se dit en fait, je ne peux plus rien faire à cause de ma condition, je ne peux plus faire mes activités, je ne peux plus travailler, je ne peux plus m'occuper de mes enfants à cause de ma condition et de mes douleurs chroniques. Et donc notre but en tant qu'ostéo, c'est justement d'aiguiller les personnes en disant ok, vous voyez vos imageries là, ça va, franchement, c'est une bonne nouvelle, il n'y a rien. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que vous pouvez bouger sans forcément vous casser. Donc déjà il y a ça, et puis après c'est de réassurer la personne via la thérapie manuelle, et puis progressivement via des petites contractions musculaires, et puis après un peu de mobilité, et puis après la personne sera à elle de jauger si elle peut continuer ou pas. Et ça après, c'est entre les mains du kiné ou du coach sportif. Voilà. Donc en gros, pour faire simple, différence kiné-ostéo. Ostéo, table d'orientation, vous voyez, table d'orientation, d'aiguillage vers kiné, médecin, coach, psy, podologue, plein de choses, diététicien. Voilà, c'est vraiment la table d'orientation vers plein d'autres disciplines. Et kiné, du coup, vraiment la... Psychologue. Oui, aussi. Dans la douleur chronique aussi, souvent, tu vois, on va donner des antidépresseurs aux personnes qui ont des douleurs chroniques, à la fois pour apaiser les douleurs, mais aussi pour venir inhiber tout ce flot de douleurs qui arrive et qui plombe le moral aussi, savoir avoir un effet aussi. Bon, je ne connais pas aussi au sens chimique ce qui se passe, mais je crois qu'il y a une action aussi au niveau de la sérotonine, c'est ça, au niveau des antidépresseurs, ça va avoir un lien avec la sérotonine et tout, et les douleurs chroniques. En fait, de la douleur, ça joue sur le cerveau. Voilà, c'est pour ça que souvent on a des antidépresseurs là-dessus. Et le fait d'avoir une approche psychologique, ça permet justement d'avoir des clés de gestion de la douleur et aussi de sa propre condition. Parce que comme je disais, comme la douleur est multifactorielle, multicontextuelle, souvent le fait d'avoir des soucis pro, des soucis perso, ça peut entrer en jeu là-dedans. Et puis même il suffit qu'on ait une enfance difficile ou des parents un peu abusifs ou quelque chose comme ça peut aussi avoir un lien avec de la douleur chronique quelque part. Voilà. Et après, on peut orienter aussi sur les médecines alternatives et complémentaires, comme la méditation de pleine conscience, Oui. Alors, dans les maladies, dans les centres de douleur, c'est la méditation de pleine conscience et l'auto-hypnose. Ça, c'est les deux. Voilà. Et après, effectivement, en complément, on peut faire de la sophrologie ou du yoga. Oui, c'est ça. C'est ce qui est le plus recommandé. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la gestion par le souffle et aussi sur la focalisation sur autre chose. Parce que, en fait, les personnes qui ont des douleurs chroniques vont avoir plusieurs stratégies pour gérer ça, pour mettre en place. Il y a des personnes où ça va être une stratégie vraiment de fuite, donc c'est-à-dire en faisant plein de choses, en faisant du sport à l'excès, en essayant de faire vraiment des surstimulations. Et d'autres personnes, ça va être l'inverse. Ça va être, là, je me laisse totalement aller, je ne fais plus rien, je deviens sédentaire, etc. Des personnes, c'est je serre les dents, j'attends que ça passe, tout va aller bien. Par exemple, des personnes qui ne se plaignent jamais, qui serrent les dents et qui verrouillent tout. Vous voyez ? Et il y a des personnes aussi, à l'inverse, qui se surfocalisent sur la douleur, qui essayent de reproduire la douleur tous les jours. Ça, j'en ai pas mal, ça, au cabinet. Des personnes qui arrivent, qui ont mal quelque part, ils disent j'ai mal quand je fais ça. Et ce qu'ils font, c'est tout le temps le mouvement de reproduction de la douleur, en fait, pour se prouver qu'ils ont mal. Mais ça, je te jure, ça existe. J'en ai souvent. Et puis, ça, c'est les plus difficiles à gérer parce que même après une séance, la personne dit je vais bien, et puis elle se relève et elle essaie de refaire le mouvement qui reproduit la douleur pour se prouver justement que la douleur a bien disparu. Et puis aussi, ça va être des personnes qui
qui vont se reproduire aussi des douleurs pour prouver aussi que les équilibres, etc. Donc il y a un aspect beaucoup plus justement large et psychologique là-dessus. Je voudrais rajouter que l'auto-hypnose, la méditation en pleine conscience, la sophro, ça n'enlève pas la douleur, on n'a pas moins mal, mais c'est la perception Voilà. qui est différente. C'est ça. qu'on travaille. Exactement. Ce sont des techniques de gestion de douleur, ça va avoir donc quelqu'un soigner, hein, mais on est sur, comme tu dis, des modifications de perception de la douleur. Et aussi en ostéo, c'est ça. Également, en ostéo, ça va pas. C'est le cerveau. Exactement, c'est ça. C'est se focaliser sur autre chose. Et la thérapie manuelle, elle va aussi là-dessus. Il y a l'ostéo ou la kiné, pareil. On n'est pas sur, on va pas traiter les douleurs chroniques liées à la sclérose en plaques. On va changer la perception de la douleur en travaillant sur la perception via le cerveau. Donc c'est ça la différence. C'est vrai que beaucoup de personnes vont confondre. Hein. Souvent on va dire bon, l'ostéo va te soigner, le kiné va te soigner, etc. Ce qui soigne, c'est les traitements médicamenteux qui vous sont proposés. Voilà. Et à côté, bien sûr, le mouvement va aider justement à améliorer le confort quotidien parce que ça va vous faire autre chose, ça va vous faire focaliser sur autre chose. Et aussi, le mouvement, maintenant c'est prouvé, vous apporte un mieux-être global au quotidien. Donc c'est pas non plus négligeable. Ce qui est difficile, c'est avoir une discipline, en fait. Ouais. C'est tous les jours dire je vais faire mes exercices. Ça, on en a parlé. Ou je vais faire mes étirements tous les jours, etc. Alors, je viens d'expliquer, quand ils ont fait leur entraînement, ils s'écoutent. Si un jour ils veulent faire que 4 km de marche, 4 km, mais c'est quand même avoir cette discipline c'est ça. De faire tous les jours. Bon, après, si on est vraiment tout mal, on ne peut pas le faire. Mais voilà, je trouve que c'est ça qui est difficile, c'est avoir cette discipline. C'est le plus dur. Donc c'est pour ça qu'on peut se faire aider. Alors, vous êtes deux, vous en prenez, c'est bien. Mais j'ai mais effectivement, vous pouvez effectivement vous faire aider par un coach ou pour par une transclérose en plaques, vous avez du yoga sur chaise en visio avec transclérose en plaques, vous avez de la sophrologie, vous avez de la méditation. Et même de vous inscrire en disant je vais ça, j'y vais. La kiné, vous avez un rendez-vous, vous y allez. Que ça vous permet petit à petit d'avoir une discipline et le fait qu'après, rentrer dans un engrenage seul. C'est ça. Ça peut vous aider là-dessus, c'est sûr, de se faire accompagner. Et justement, ce qui est bien, c'est que dans le territoire, il y a quand même, vous êtes quand même bien doté. On est quand même pas mal, ne serait-ce que dans le pôle ou même dans d'autres points de santé et de bien-être. Il y a quand même pas mal de solutions qui s'offrent à vous là-dessus. Mais voilà, le but, c'est venir sensibiliser, proposer. Donc de vous dire, voilà, si vous voulez, il y a ça. Mais après, il faut faire attention, ça ne va pas trop s'éparpiller également. Parce que, voilà, et puis aussi, il existe tellement de pratiques intégratives, un petit peu non conventionnelles, voire un petit peu ésotériques, magiques. Il faut faire attention aussi à ne pas trop tomber là-dedans, parce qu'il y a des risques de dérives thérapeutiques qui sont assez fréquentes justement chez les personnes qui ont des douleurs chroniques, qui ont des maladies telles que sclérose en plaques, fibromyalgie, endométriose. Donc en fait, souvent, ça va être des personnes qui vont profiter de la détresse des gens, parce que en fait, on a tellement mal au quotidien qu'on est prêt à tout en fait pour aller mieux. Donc vous pouvez être démarché par des personnes vous promettant des méthodes miracles. Ça n'existe pas. Donc dès que vous voyez, vous entendez une personne qui essaie de vous vendre du rêve en mode vous buvez des jus ou des légumes crus pour de l'eau miraculeuse. Voilà, l'eau magique, il y a ça aussi.
quelqu'un qui essaie de vous vendre une méthode miracle sous 3 semaines à 90 € la séance, nous rembourser évidemment, fuyez. Voilà. Non, rapprochez-vous vraiment de ce qui est le plus validé par la communauté scientifique. C'est surtout ça. Et bien évidemment, on n'est pas sur la méthode miracle. Hein. On est sur des démarches qui des fois fonctionnent, des fois ne fonctionnent pas. Donc, bien sûr, ça vend moins du rêve, mais on est sur quelque chose d'éthique, on est sur quelque chose qui est centré sur le patient. Et voilà, une démarche qui prend un petit peu plus de temps. Et voilà, quelque chose qui est plutôt pragmatique et sceptique et éclairé. Voilà, donc, est-ce qu'on a fait un peu le tour là-dessus? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés en particulier, que vous aimeriez aborder, approfondir? Le sport à la télé, oui. Donc, depuis fin d'année dernière, France Sclérose en plaques met en place des sessions de 10 séances par donc sur du sport adapté en visio. Et depuis à partir de mai, du 1er mai, je me suis à la place des films. Je n'ai pas écouté la vidéo, mais effectivement, France Sclérose en plaques met à disposition une appui pour du réentraînement à l'effort. Alors, on a eu un live cette semaine avec la présidente du comité médico-scientifique, un médecin de réadaptation spécialisé en sclérose en plaques, et la personne qui a créé l'application, une application qui va nous être dédiée à nous, gratuitement, d'ailleurs à tout le monde. Ça a été dit dans le live. C'est ouvert à tout le monde. Ce sont des séances d'entraînement qui ont été créées par ce monsieur qui est coach et qui a la sclérose en plaques. C'est validé et c'est ouvert par France Sclérose en plaques. Pour le moment, je n'ai pas l'adresse du lien. Je vous le diffuserai sur les sites dès que je vais le mettre. Et ça va du mois de mai. Donc, du 1er mai. Et c'est 3 séances par semaine d'entraînement, si l'on veut. Si on ne peut pas, on ne fait pas. Ça peut être en visio et on peut sinon se les imprimer ou les écouter. On fait aussi. C'est possible assis, c'est possible debout, c'est possible couché sur une heure. Et c'est pas possible par contre pour les gens qui sont en fauteuil roulant. Enfin, ils font pas le bas, ils font le haut, ils font pas le bas. C'est le bas qui est couché. Voilà. Et ensuite, il a créé des fiches que l'on peut se garder. C'est tout dedans en fait. Et ça regarde sur 11 semaines. Donc on regarde ses constantes, si on a de quoi se regarder ses constantes pour voir si on évolue. Et voilà, je vous l'ai fait sur le lien que je vous l'ai laissé aussi. Mais moi, de toute façon, je laisse. Tous les lives de France Sclérose en plaques mis en place, on a parlé il n'y a pas longtemps sur le microbiome ou la secte médiatique qui sont sur la chaîne YouTube qui va vous dire comment les suivre sur les réseaux sociaux. Comment cliquer sur le téléphone. Tant pis. Alors, on peut nous suivre régulièrement sur le groupe WhatsApp Rousseau Libraire en faisant la demande. Là, je vous accepterai. Et parce que c'est là en fait que je poste tous les jours. Quoi. Dès qu'il y a quelque chose, je le mets sur Rousseau Libraire WhatsApp parce que je sais que les gens qui nous suivent de plus près, ils vont regarder les exemples publics. On est aussi sur Facebook Rousseau Libraire, WhatsApp, on l'a dit. Rousseau Libraire aussi, il y a le site web fait par notre fille, qui je pense n'est pas loin d'arriver, qui est dans le métier, donc elle nous a la dernière. Elle nous a offert de nous faire le site, donc c'est bien. C'est routier-solidaire.fr.
YouTube, Myriam Association Bon Solidaire. Et puis, TikTok, je ne sais plus le nom. Bon Solidaire, vous devez trouver quelque chose aussi pour les gens. Non, on ne peut pas le partout. On peut mettre que des vidéos comme YouTube. Donc, si YouTube, je poste quand les vidéos sont assez intéressantes, un peu longues, je poste. TikTok aussi. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle TikTok. Mais je mets un, je mets l'autre. Je balance sur les jeux. Si tu as quelque chose à dire aussi concernant les projets sur 2027. Ah, 2027. Nous avons vu le 14, là, qui vient de passer, le maire Félion qui est récemment élu, qui est pompier volontaire, Cyril Chambonnier, et qui est prof au lycée professionnel de Namur. Donc il a déjà une certaine sensibilité auprès de jeunes. Et il a adhéré à notre association, il a aimé le projet, et il nous propose, je lui ai proposé, il a accepté, de faire une journée sec tous les mois de mai à partir de l'année prochaine. Tous les ans. Tous les ans, voilà. Une par an, tous les ans. On va caler la date à partir de janvier. On va essayer de voir ça parce qu'il nous prêterait la salle des fêtes comme on a eu aujourd'hui pour Castelandor. La salle des fêtes de 1000 € pour faire un débat conférence, mais pour faire une course parrainée. Alors, une course parrainée adaptée aux handicapés. Même si c'est en fauteuil, en canne, en déambulateur, on va faire un petit parcours, on va essayer de faire ça. Donc il y en a pour tout le monde et que les malades de la sclérose en plaques se sentent inclus dans le sport, dans la mobilité. On fera un parcours plus grand, on peut faire 3, 6 km, 12 km. Voilà, on va discuter de planifier tout ça. La mairie se chargera de la sécurité, du balisage et même d'un petit buffet à la fin de la course ou de la conférence. On verra comment on organise ça. Moi, je trouve ça formidable parce que je ne m'attendais pas à une adhésion aussi très entière. Nous, on débute juste et on est assez rencontrés. Tout ce qui fait la géographie, on n'est pas trop dans ce projet-là. Et là, on a l'impression qu'on est écouté par plein de gens différents. Voilà, qui nous poussent un petit peu à l'avant, parce que de nous-mêmes, on n'aurait pas eu l'idée d'aller si loin. Au départ, nous, on allait se promener, on allait faire du sport, et on a l'impression que la communication prend encore plus de poids que le sport. Donc c'est bien. Je pense que France Sclérose en plaques va être vue dans le secteur de Villandreau aussi. Le Villandreauté n'est pas très pourvu, donc ça va s'accentuer un peu par rapport au Villandreau. Nous sommes des Villandreautais et des Villandreautaises. Voilà. Bon, alors Sud-Ouest et Républicains seront là pour le départ. Ils ont déjà effectivement, depuis le début, Manon, notre petite fille qui arrive, a appelé le Sud-Ouest. Le lendemain, le soir même, j'avais son numéro de téléphone. Elle appelle le Sud-Ouest, le Vincent Proche, et puis qui me dit j'aimerais bien vous envoyer quelqu'un faire un petit papier sur vous. Bon, il est venu, il a fait un joli papier. Le Républicain, dans la foulée, alors là, on est allé leur porter carrément le courrier. Ils sont venus, ils ont fait, je pense que c'est un joli sujet. Et puis là, ils ont republié, donc je croyais que vous avez laissé publier. Non, j'ai vu qu'ils avaient republié un article en s'appuyant sur ce qu'ils avaient déjà. Et puis, j'ai l'impression qu'ils vont être là. Si, c'est ce qu'ils m'ont dit. Vous avez une promesse de page, c'est 4e page. Alors, ce qui est bien, c'est que Sud-Ouest, hier soir, m'a envoyé un message pour me dire, alors c'est. Moi, je me souviens plus du nom du journaliste qui nous a suivis Sébastien Marie. Il nous a dit que les sujets avaient fait l'unanimité de la rédaction, donc ils allaient le faire pareil en 4e page de couverture. Dans le sud-ouest de Bayonne, La Rochelle, Agen et Bordeaux. Et ça nous paraît bon. Ça nous paraît. Voilà. Donc on va essayer dans le secteur Frédéric. Et j'ai compté.
Voilà. Donc, Famille Myriam nombreuse, et famille heureuse. Denis ont 5 filles. Alors là, il y en a 3. Voilà. Et donc, ils sont très épaulés par leurs enfants. Petits-enfants, parce que vous avez 5 filles, mais combien d'enfants? 14. Alors là, il y a une Et les petite cousins. chaîne. Et les cousins. Et les cousins. Et les cousins. Voilà. Donc ça porte aussi la famille. Et donc, certaines personnes de votre famille vont vous suivre en camping-car, sur tout votre parcours. Voilà. Alors, Noura, notre petite fille, a son camping-car, donc elle nous suit pour la logistique. C'est elle qui va nous ramener, c'est elle qui a les porte-vélos. Elle porte les engins. Hein, c'est important. Et on la surveille de près. Toute attention. Elle est avec la Delphine, notre aînée, elle va conduire le camping-car de Michel, le cousin qui nous prête son camping-car pour tout le parcours. C'est vraiment une histoire d'entraide, de collaboration. Voilà. Et elles vont nous suivre de ville en ville. C'est dans nos rendez-vous tous les soirs. Voilà. Ah oui, les sportifs. J'étais. Oui, voilà. Oui, Michel faisait de la course à pied. Voilà. Maintenant, j'ai tout. Entre vous, en fait, vous avez l'impression d'être des imposteurs, et en fait, vous êtes des héros pour moi. Donc on vous donne rendez-vous pour le pique-nique, je suppose, le long du canal. On va du canal. Voilà, ça va faire rigueur, je pense. Il y a des petites tables prévues sur cette zone. Et à 14h pour le grand départ. Voilà. Donc certains vont les suivre un petit peu en vélo. Oui. Et puis oui. D'autres peuvent rester marcher pour faire leur sport aussi. Tu nous suis à vélo? Non. J'ai derrière. Je participe. Par contre, je peux trouver quelqu'un qui participe en fait au départ. C'est bien. Et après, tu marches le long du canal. Voilà. En tout cas, elle s'appelle Lucie avec son mari. Si on fait un don sur le litchi, la défiscalisation, Il y a une défiscalisation de 66%. alors à partir de quel montant? Et nous remercions la secrétaire de Castel-Saint-Jean d'avoir prêté la salle gracieusement pour nous soutenir et transmettre aux en plaques. Merci à Jean Paul d'être venu assister. Je vous souhaite la bienvenue à l'espèce festive. Pour vous, ça va être la porte d'entrée vers la Méditerranée. Alors, le seuil est un petit peu long à franchir, c'est très simple, On ne connaît pas du tout. je pense que vous en aurez l'énergie. Pour l'anecdote, là où vous avez piqué en bas, il y a moins de 2 mois, il y avait un mètre d'eau. Et y compris le restaurant. Il y a à peine un mois. Moi, je suis assez touché par votre démarche. On a discuté avec Denis. Il faut une sacrée volonté, une sacrée énergie pour en arriver à la date d'aujourd'hui, la date de votre départ. J'ai pensé à vous hier soir, ce n'est pas des blagues, en me couchant. Je me suis dit que je vais voir demain. Et je me suis posé la question à quoi vous pensez hier soir. Je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez bien dormi? Non. Parce que quand on fait des projets comme ça, il faut avoir des chemins de C'est une question quand même. Quand on est à la veille du départ, on se pose, on sait que de toute façon, c'est trop tard, c'est moché, on a oublié, on l'a oublié, et le lendemain, il va falloir prendre le départ. Et donc, c'est pas forcément la meilleure nuit qu'on passe. Mais il m'est revenu aussi cette remarque de connaître Michael, souvent dans ses conférences, pour partir
partir, il faut 10% de réponses aux questions qu'on se pose. Ah, c'est moi ce que Les 90% de réponses que vous n'avez pas, vous les trouverez en marchant, en avançant. Et si vous attendez d'avoir 100% des réponses, vous ne partirez même. c'est vrai. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Donc, je vous souhaite bon vent, en tous les cas. Votre attention vous suivra tout au long de cette période. Et puis peut-être une occasion, parce que Ville en gros, c'est pas loin, ça, c'est pas loin, on est dans le voisin, on aura l'occasion de se recroiser. Je ne sais pas si vous avez votre propos sur les douleurs, moi qui viens de passer les 70 ans, ça m'a rappelé une petite émission que j'avais entendue où un médecin était invité comme ça à une émission de radio. Et puis la journaliste avait eu un auditeur de son temps qui parlait de cette douleur. Et la journaliste interpelle le médecin en disant docteur, qu'est-ce que vous pensez que ce patient-là se plaint de douleur? Et puis le docteur en a peut-être un peu marre aussi de l'émission. Mais bon, écoutez, madame, franchement, quelqu'un qui a passé les 60 ans et qui n'a aucune douleur, honnêtement, c'est qu'il doit être déjà mort. Ça surprend, mais bon, la réflexion aussi après, c'est pas complètement faux parce que plus on avance en âge, plus on a aussi quelques d'apprendre à les gérer, d'apprendre à les gérer. Il ne faut pas être fataliste. Voilà, c'est ça. Ça, c'est important. Et aussi, la douleur, c'est un signe de survie. Oui. C'est-à-dire c'est une réaction du corps pour se protéger. Donc c'est aussi, en quelque sorte, le signe que nous sommes vivants. Également. Voilà. Notre collègue qui est à la communication. Complètement pour le départ. On apprend la chose. Merci beaucoup. Mais il n'y a plus tard. C'est surtout l'aventure humaine qui est intéressant parce que quand on réunion, quand on rencontre des gens, c'est à jeun, on ne connaît personne. Il est connu comme le bouquin. Ah, je crois que nous, on est connus plus qu'on connaît les gens. Oui, ils vous connaissent. C'est des gens, c'est super dynamique. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ah oui. Mais l'image est là. On n'est pas obligé de jouer au rugby, quoi, bien que. Non. Et la personne qui les a mis en contact, elle, souvent, pendant tout le mois de mai, elle fait 11 actions, et donc avec le club de rugby d'Agen, les 400 personnes solidaires. Donc ça fait une grosse visibilité, l'an dernier, elle a une visibilité sur Canal+. Si ça paraît peu comme ça, mais bon, il y a une journée. Oui, c'est ça. Oui, mais ça a été filmé. Mais c'est bien. Mais merci à tous d'être venus, de nous accompagner, et puis maintenant on va aller se restaurer.